C'est parti? C'est parti. Bonjour tout le monde. On est content d'être ici avec vous. Voilà. Pour notre tout premier Twitch d'Ifislab. Alors, en vrai, on en a déjà eu un. On a de la chance parce qu'on est super soutenu en interne et on avait un petit Twitch privé il y a 2 semaines où on a parlé de psychologie positive, mais vous verrez, on a prévu encore plein d'autres choses à partager avec vous. Donc aujourd'hui, on est très 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 heureux de s'ouvrir en fait vers l'externe pour déjà pour vous parler du lab, qu'est-ce qu'Ifislab, et puis de vous parler en particulier de qu'est-ce que faire de la recherche en psychologie de l'éducation et de la formation, en sciences de l'éducation, comment la recherche se construit. Et puis à quoi ça sert aussi, qu'est-ce que ça vient éclairer, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre, quelles sont les questions que se posent les chercheurs autour de ça, quel type de problème on essaye de résoudre, enfin voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre. Voilà, avant de commencer, donc je vais donc vous dire déjà Ifislab, donc c'est un laboratoire de recherche qui est dédié à l'innovation pédagogique, qui est intégré au groupe IFIS, et l'IFIS c'est l'Institut de formation des industries de santé, voilà. Et donc nos thématiques de recherche en fait portent sur les processus cognitifs, sur la motivation. D'ailleurs, on aura justement un Twitch dans 2 semaines sur le sujet, mais on vous redira tout ça. Sur la question aussi de l'évaluation de la formation, sur la manière dont on va améliorer les environnements d'apprentissage pour permettre de développer les compétences. Voilà, sur la question aussi du design des interfaces. Donc voilà un petit peu le périmètre de nos travaux. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et vraiment le grand plaisir en fait de démarrer cette série de Twitch avec Louise Perche, qui est notre doctorante au sein du lab, qui en fait fait un travail de recherche, et je la laisserai bien sûr vous en parler, sur le lien entre l'intérêt et l'attention en formation. On va voir que c'est quand même 2 sujets qui sont très très importants pour nous. Voilà, aujourd'hui elle vient en particulier nous présenter une recherche qu'elle a menée dans le cadre de l'Université Paris-Nanterre, donc avec Laure Léger, sur la méditation et son impact sur l'attention. Voilà, donc je vous présente Louise. Bonjour. Je suis très très contente d'être ici. Je vois que tout le monde est très très actif. Ça fait très plaisir. Oui, donc je fais effectivement, je rebondis, une thèse sur le lien entre l'intérêt et l'attention des apprenants dans des contextes d'apprentissage, donc des apprenants qui viennent en formation continue, comme les apprenants qu'on peut accueillir à l'IFIS, tout simplement. Et puis, l'objet de ma thèse, c'est de comprendre finalement quel est le lien entre être intéressé et être concentré. Est-ce que l'un précède l'autre ou est-ce que finalement ils arrivent vraiment de manière conjointe? Et donc pour ça, on a mis en place plein de protocoles, mais peut-être ce sera l'objet Voilà, donc on reviendra, je pense que Louise reviendra nous parler de ces sujets, oui. Mais effectivement juste un petit point important sur l'attention, puisque tu vas nous en parler de toute façon là, donc ça va être très très bien, tu vas commencer à nous expliquer un peu tout ça. C'est vrai que cette question de l'attention, on en entend parler aussi beaucoup, on parle d'économie de l'attention, ça c'est quand même quelque chose, je pense que tout le monde entend ça, on est très... capturer, notre attention est capturée par les technologies, par nos téléphones, par tout un tas de choses qui nous arrivent comme ça, des notifications, etc. Donc c'est quand même un réel sujet d'intérêt aujourd'hui, et ça l'est effectivement encore plus pour nous lorsque on met en place en fait un dispositif de formation. Comment on fait en sorte, surtout pour des adultes, ceci dit la question peut se poser aussi pour des adolescents, mais voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte justement d'avoir un système qui leur permette justement de pouvoir être attentifs finalement à ce qui se passe dans l'environnement d'apprentissage. Donc voilà, ça c'était pour la grande ouverture, et maintenant on va peut-être même ouvrir en fait, non ? Méditation, ouverture, enfin voilà, ça je dis rien.
Oui, oui, on va parler un peu de méditation et d'une recherche qu'on avait menée vraiment sur justement ce lien entre la méditation et l'attention. Donc on va peut-être revenir plus précisément en détail. Peut-être je passe. Voilà. Donc on se voit aujourd'hui pour parler de comment les chercheurs étudient la méditation. C'est l'occasion un petit peu d'aborder une recherche qu'on avait faite il y a quelques années maintenant avec Laure Léger sur l'impact de la méditation sur l'attention. Plutôt dans un laboratoire universitaire. Donc on va voir un peu c'est quoi une recherche dans un laboratoire universitaire, comment on fait pour étudier en fait la méditation dans un labo de psychologie cognitive, qu'est-ce qui se passe. Mais ensemble. Ok. Et ben, très bien, allons-y. Je pense qu'on va peut-être commencer par se poser des petites questions. Est-ce qu'on les pose maintenant? Oui. Oui, donc on va commencer d'abord par vous poser des questions. C'est dur, je sais, il est voilà, 14h07. Ouais. Alors, donc à vos claviers, à votre clavardage, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais québécois, voilà. Donc pour vous, voilà, qu'est-ce que c'est que la méditation? Voilà, ça serait... essayez de nous dire qu'est-ce que ça représente pour vous la méditation en un mot, deux mots, un poème, un vers, enfin ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors peut-être qu'il y a des méditants, on dit des méditants? Oui, c'est bien ça. Parmi vous, ça aussi, bah voilà, n'hésitez pas à nous dire, moi je médite depuis tant de temps, super longtemps, tous les jours. Parce qu'on va voir que la question de la fréquence quand même, elle est importante quand on s'intéressera notamment à comment est-ce que on arrive à évaluer justement l'impact de pratique, parce que tu vas nous parler de pratique au pluriel de méditation. Oui. Léo, rester dans le calme, être avec soi-même. J'aime beaucoup le être avec soi-même. C'est très... moi, ça m'évoque la présence à soi. Le calme. Le calme. Voilà. S'apaiser. S'apaiser. Très bien. Très intéressant. On prend des notes. On va voir. S'aligner. Ah, ça, c'est un verbe qu'on aime bien au lab. S'aligner. J'aime beaucoup. Un moment pour prendre du temps pour soi. Des pensées positives. Des pensées positives. Tiens, un petit clin d'œil avec, avec notre Twitch d'il y a 2 semaines, non, il y a 1 semaine, je crois, sur la psychologie positive. Très bien. Je ne suis pas très assidue, je fais un peu de pleine conscience. Se recentrer, s'aligner, lâcher prise. Lâcher prise. Ouais, on a matière à... Oui, on va voir. On va voir. Non, mais c'est... Ah bah voilà, les questions. C'est très très intéressant. On va retrouver un peu tout ça. Peut-être on va ajouter quelques détails intéressants. Donc la méditation, c'est une notion qui est étudiée par les chercheurs, mais avant de l'étudier, il faut aussi le définir. Et donc on retrouve un peu dans la littérature 5 grands critères pour définir une pratique méditative. Donc la première, c'est quand même une méthode claire et définie. Donc c'est pas... juste être ici. Et c'est pas juste fermer les yeux et se dire je médite. Et c'est pas juste fermer les yeux et se dire je médite. Quand même, on suit un processus, un parcours, et on va voir après les différents types de pratiques. Donc ça, c'est bien la preuve. S'il y a différents types, c'est qu'on suit une méthode claire et définie. Le deuxième point implique une relaxation musculaire. Donc ça, c'est un petit peu... j'essaie de retrouver dans le chat. S'apaiser. C'est un petit peu une relaxation musculaire et une relaxation mentale aussi. Mais ça va être plutôt des conséquences finalement de la méditation. On induit un état d'esprit spécifique. Donc ça, on retrouve vraiment ce que le chat a dit, s'aligner, prendre des pensées positives, tout ça. Et puis, la méditation, elle utilise aussi beaucoup la focalisation de l'attention. Est-ce que c'est pas finalement là-dessus qu'on va faire un focus? Parce que en t'écoutant parler, alors moi, ce que je trouve très intéressant, ce que tu dis, c'est ça, c'est-à-dire qu'une pratique méditative, c'est d'abord une méthodologie claire et définie. On va le voir, hein, c'est ce que tu vas nous expliquer un peu tout à l'heure. Donc, il suffit pas de s'asseoir peut-être en tailleur pour se dire qu'on est en train de méditer. Il suffit pas non plus d'être
juste relaxer. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant. Et là, tu vas nous parler justement de l'attention. Je pense que c'est là-dessus, alors pour le coup, qu'on pourra se focaliser un petit peu plus. Tu nous diras peut-être pourquoi. Parce que quand même, Louise, donc ta recherche, celle que tu vas notamment nous présenter, effectivement, tu t'intéresses à la méditation, mais plutôt du côté de son lien avec l'attention. Donc ça sera intéressant ensuite que tu nous, tu nous dises un peu pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça. Non, mais c'est vraiment très intéressant parce que finalement, la méditation, c'est un point, on en entend parler partout, dans le métro, dans les journaux, dans la littérature scientifique, ça a fait aussi un énorme boom, en fait, ces dernières années. Et donc, et même à l'école, en fait. Oui. Et en fait, cette recherche part un peu de là, la genèse de la recherche, c'était de se dire, bon, d'accord, on entend partout que la méditation... Ça fait du bien. En fait, on entend beaucoup, ça fait du bien. Et à l'école, pour le coup, effectivement, dans les journaux, dans les magazines, hein, je parle pas de littérature scientifique, mais on va dire de vulgarisation ou d'approche du sujet. On entend beaucoup, même des enseignants, mettre en place en fait des pratiques de méditation, notamment avec Petit Bambou ou avec d'autres, je pense que d'autres applications pour les enfants, en se disant, ben oui, les faire méditer, ça va avoir un impact sur le fait leur concentration, ça va améliorer le fait qu'ils se sentent bien, et peut-être, avec cet espoir, peut-être que ça va améliorer la qualité des apprentissages à l'école. Oui. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on entend. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est sûr, l'attention, c'est un des piliers fondamentaux de l'apprentissage. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant un peu d'aller regarder ce qui se passe au niveau de l'attention. Et donc ça part effectivement de là, de se dire, d'accord, donc en fait on entend partout que la méditation, ça a un impact sur l'attention, notamment des apprenants. Mais la question première, c'était, donc nous on est un peu spécialistes de l'attention, avec Laure Léger qui est vraiment travaillé là-dessus depuis très longtemps. Et donc on sait que l'attention, c'est finalement un processus cognitif qui a beaucoup de dimensions différentes et qui, donc on se demandait en fait finalement sur où est-ce que ça joue, quoi, d'accord, ça impacte, est-ce que ça impacte vraiment et sur quelle dimension, comprendre un peu mieux le phénomène, voilà. Et donc effectivement, l'attention, c'est presque dans la définition de la méditation, elle est déjà là, donc c'est intéressant d'aller se questionner un peu sur quoi, quand, comment, où, voilà. Et ben c'est ce que tu vas nous proposer de faire juste maintenant. Vous allez voir, on va avoir des petites... Louise a préparé des petites choses des petites expériences à vous faire vivre à distance là. Donc ça va être très chouette pour justement bien comprendre, en tout cas commencer, bien comprendre, je sais pas, il faut commencer à comprendre ce que c'est que l'attention. Je pense que ça aussi... Et avant ça, on parlait un peu, donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui disait la pleine conscience, se recentrer et tout ça. Donc je vais juste faire un petit détour par les différentes pratiques de méditation. Donc en fait, on va retrouver dans la littérature plein de pratiques différentes, mais celles qui vont revenir le plus souvent, c'est ces trois pratiques-là. Donc on va avoir une méditation qui est très... ce qu'on appelle focus attention en anglais, donc c'est vraiment de focaliser son attention sur un objet. Donc là, tous les méditants novices savent de quoi je parle, c'est-à-dire on prend sa respiration ou un objet qui bouge continuellement comme point de référence, et l'exercice c'est dès que son attention est happée par des pensées, de la ramener sans jugement sur cet objet qui est souvent un objet interne comme la respiration. On pourrait imaginer des vagues ou une bougie, on peut aussi le faire avec un objet externe. Donc là, c'est vraiment, on focalise son attention sur un objet très spécifique. Souvent, c'est un type de méditation qui arrive au tout début des programmes en fait, de méditation, parce que c'est vraiment le premier exercice, c'est d'arriver à détecter quand est-ce que son attention est happée par quelque chose d'externe pour le remettre sur l'objet. Ensuite, le deuxième type de pratique, c'est vraiment une méditation qui va être beaucoup plus ouverte. Donc là, c'est un peu quand on imagine les méditants experts, qui sont capables, en fait, justement, d'ouvrir complètement leur champ attentionnel, de voir tous les stimuli qui apparaissent dans leur environnement, mais de ne pas y prêter attention non plus. Donc il y a toujours de ne pas se laisser attraper, finalement. Et là, je pense que ça fait aussi écho... moi, j'ai tendance à beaucoup le présenter comme... avec les réseaux sociaux, tu sais, que tu disais, économie de l'attention, donc se laisser
détecter quand est-ce que son attention, elle a été détournée finalement de... Mais c'est quoi en fait? Pourquoi déjà je venais dans cette pièce pourquoi je me retrouve dans ma cuisine? Ça fait 3/4 d'heure en fait que là je suis sur TikTok. Donc là vraiment, c'est vraiment l'exercice de la méditation. Et donc la pleine conscience, donc ça c'est vraiment la pratique dont on entend parler un peu de partout ces dernières années, la mindfulness. Où là, c'est presque une philosophie de vie, la pleine conscience, vraiment, on peut l'expérimenter au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai mis comme définition un état de conscience dans le moment présent. Souvent, les programmes de mindfulness, ils vont un peu mélanger focus attention, un peu de monitoring, mais voilà un peu pour ça. Et d'ailleurs, on parlera même, je pense, dans la traduction, tu me dis si tu es d'accord avec ça, de pleine présence. Alors, on le traduit en français plutôt comme pleine conscience, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup. Et pour être plus proche peut-être du sens de mindfulness, il me semble qu'il y a cette idée de pleine présence. Donc, je pensais tout à l'heure à présence à soi. Alors, je crois qu'il y a aussi une question de plus globale, notre présent au monde. Oui. Et donc, voilà. Et là, on n'est plus focalisé effectivement sur soi. Oui. Mais en fait, c'est ce que tu disais, on accueille finalement tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, et on fait partie en fait de cet ensemble, quoi. On est partie prenante du monde. Je crois que c'est ça, effectivement, le tout début de la pratique, c'est d'abord d'apprendre à être présent à soi pour ensuite être présent plus globalement au monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, interagir sur le chat. En tout cas, je focalise une partie de mon attention. Du coup, c'est très compliqué je divise mon attention. Voilà, division de l'attention sur vos messages. N'hésitez pas. Donc, je reviens sur l'attention. Et donc, on va revenir sur l'attention. On va vous proposer, Louise va vous proposer... j'avais déjà... Ah oui, d'abord, tu fais bien de dire ça, parce que j'avais un petit point d'interrogation. Donc, finalement, la question que je voulais te poser tout à l'heure, mais je crois que tu as un peu répondu, c'était déjà pourquoi tu dis méditation et attention, donc on en a un petit peu parlé. Peut-être maintenant, qu'est-ce que l'attention pour vous? On a beaucoup parlé d'attention. Finalement, on a dit, voilà, on va vous parler méditation. La méditation, c'est finalement, c'est des pratiques qui sont cadrées, qui sont normées, enfin, qui sont claires, qui vont impliquer des états, etc., etc. Et puis, on en est arrivé à... Oui, mais ça implique aussi une focalisation de l'attention. Donc, on a parlé d'attention en donnant des exemples. Mais pour vous, c'est quoi l'attention? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, on en entend parler partout, on parle énormément d'attention. Et donc, la question, c'est un peu à quoi ça sert, quoi? L'attention, Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi l'attention? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on l'utilise? Enfin, d'après vous, quoi. Il n'y a pas vraiment de bonne et mauvaise réponse. L'attention et la concentration, c'est une très bonne question. Rester concentré. Écoute active. Susciter de l'intérêt. Oh. Alors ça, c'est super. on a des bienvenue aussi. Ouais. C'est aussi de l'attention. Ah, très bonne question. Choisir les informations. C'est regarder quelque chose sans cligner les yeux. Mais ça fait mal à la tête. Oui, alors, la question de l'attention et de l'intérêt. On y reviendra. On y reviendra parce que je pense que là, il y a une thèse en cours sur le sujet. Donc, clairement, on aura matière à revenir là-dessus. Mais c'est très chouette. C'est effectivement un vrai sujet d'intérêt pour nous. Oui. Maintenant, c'est vrai que sur la question de l'attention, on peut se dire que c'est un sujet dont on entend parler à l'école. Clairement, de dire qu'effectivement, d'un élève qui n'est pas assez attentif. Je ne sais pas, vous avez eu des choses comme ça, non? Un jour dans votre vie, sur vos bulletins, n'est pas assez attentif à ce qui se dit en cours. Voilà, donc ça c'est pour aller du côté... La tête dans les nuages. La tête dans les nuages, etc. Le vagabondage, je dis ça, je dis rien. Jamais. Jamais. Et ben voilà. Donc ceux qui n'ont jamais vécu ça étaient peut-être des élèves très attentifs. Donc Louise. Oui, l'attention, c'est un processus cognitif qui sert à sélectionner des informations et à inhiber d'autres informations. Donc là, je me mets vraiment je le précise, c'est un cadre théorique très spécifique
où on considère l'attention comme étant comme un projecteur de lumière, d'où cette illustration merveilleuse, où vraiment ce qui est dans le champ de la lumière va être sélectionné par notre attention et traité de manière préférentielle, plus profonde, par notre système cognitif. Parce que l'attention, c'est un processus cognitif, donc ça s'inscrit dans le champ de la psychocognitive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui n'est pas dans le champ de cette lumière, on va dire, va être inhibé. Donc je donne un exemple très clair, c'est je cherche ma voiture sur un parking où toutes les voitures sont noires et une voiture est rouge. Imaginons que ma voiture soit rouge. Donc là, c'est très facile pour moi d'aller focaliser mon attention sur la voiture rouge, puisque finalement, elle est rouge par rapport à des voitures noires. Donc elle est saillante dans mon environnement, c'est très très facile. J'ai presque pas d'autres voitures à inhiber. Maintenant, imaginons que ma voiture soit une voiture noire. Donc là, je vais avoir vraiment besoin d'inhiber en fait mon environnement, d'inhiber cette voiture rouge qui est toute seule au milieu et toute rouge, et peut-être de focaliser mon attention sur d'autres détails de ma voiture pour pouvoir la retrouver dans mon environnement. Donc l'attention, ça va me servir notamment à faire ça. Donc trouver ma voiture dans un parking. Donc l'attention, c'est notre phare dans la nuit. C'est beau, je sais pas, très très beau. Voilà, est-ce que c'est complètement la conceptualisation de l'attention, notre phare dans la nuit. Et c'est très important parce que en fait, voilà, les informations qui sont sélectionnées, c'est celles qui vont être traitées. Donc celles qui ne sont pas sélectionnées vont être traitées de manière beaucoup plus difficile et lente que ce qui est dans notre focalisation attentionnelle. Si tu me permets, je vais faire tout de suite un petit parallèle, mais c'est un sujet que tu connais très très bien justement, vraiment une parenthèse sur ce concept d'attention. Par exemple, si tout de suite je le ramène à la question de la formation pour adultes. Parce que ça fait partie quand même on avait eu pas mal d'échanges là-dessus. Quand on présente finalement, quand on anime une formation, qu'on va présenter des informations sur des slides, sur un PowerPoint à des participants pendant une session de formation, en fait, ce que tu es en train de dire quand même, c'est qu'on a quelque part une certaine manière d'aller regarder des informations en fonction aussi de la manière dont elles vont nous être présentées. C'est un petit peu ça le... Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que en fonction de la manière de présenter l'information, va impacter aussi le traitement cognitif qu'on va faire de cette information. Et donc, comment on la retient, comment on la prend, comment on la transfère, comment on la traite, quoi, finalement. Complètement. Donc, on peut jouer là-dessus, sur ce phare. Et c'est exactement l'avantage, c'est qu'on peut jouer là-dessus. Donc, en fait, c'était... Justement, l'attention, elle peut être justement orientée. Donc là, on parle vraiment de l'orientation de mon attention dans l'espace en fonction de de deux types de processus. Des processus qu'on appelle top-down. Donc vraiment, c'est top-down. Donc c'est de mon cerveau vers mon environnement. Donc là, c'est vraiment tous mes buts. Mon but impacte beaucoup mon orientation de l'attention. Si je cherche une information dans un environnement, je vais pas traiter l'environnement de la même manière que si je suis juste là pour regarder ce qui se passe. Ça me fait penser à Où est Charlie ? Mais complètement. Vous connaissez Où est Charlie ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait la BD ? Oui, bah oui, Où est Charlie ? Et donc quand on est en train justement de chercher Charlie parmi plein de faux Charlie. Oh, je vois que tout le monde a cette vision de Où est Charlie, j'adore. Je vais l'intégrer dans à mon avis. Et en fait, en t'écoutant, je me suis dit, mais où est Charlie, quoi ? C'est exactement ça. Donc, exactement. Donc, où est Charlie ? Moi, je cherche un petit bonhomme avec des rayures blanches et rouges. Donc, généralement, tous les petits bonhommes qui sont habillés en bleu, vert, des choses qui n'ont pas vraiment de pertinence pour mon objectif. En fait, je les perds de vue. Je les traite pas. Je vais pas focaliser. Je les vois pas. Je vais même pas m'arrêter. Par contre, et ça m'emmène au deuxième processus, le processus bottom-up, c'est un peu comme ma voiture rouge qui va attirer automatiquement mon attention. C'est très rapide, c'est automatique, donc finalement, même si y a un autre personnage ou même un objet qui est blanc et rouge rayé qui répond à la saillance de ce que je cherche là, c'est saillant pour moi, donc je vais le voir très rapidement.
Et donc, ce qui est très important ici, c'est que mon attention, elle me permet de construire ma représentation de la scène de manière globale. C'est le processus qui va me permettre de vraiment mettre en lien tout ce que je vois avec mes buts, la science, de chercher des informations dans l'environnement et de construire une représentation mentale de ce qui se passe autour de moi. Est-ce que c'est, je pousse un peu, est-ce que c'est une mémoire d'une scène? Une représentation mentale? Une image? Une image d'une scène? Ça peut être une image, mais c'est peut-être plus abstrait qu'une image. Après, le lien attention-mémoire, c'est pareil. C'est pour ça que il y a deux thèses. Il y a 2 thèses à faire, mais effectivement, c'est très lié avec la mémoire. Hein. L'attention est un processus très lié à la mémoire. Mais oui, c'est un peu comme ça que je vais me représenter dans ma tête. Alors ça, c'est plutôt une représentation consciente. Ouais. Mais il y a aussi plein de représentations inconscientes qui vont se construire. Voilà. Et donc, j'en viens un peu dans le vif du sujet. Comment on fait pour étudier l'attention dans un laboratoire de recherche? Comment on fait pour étudier finalement comment les gens se construisent la représentation et tout ça? Donc, l'avantage, c'est que la recherche, elle commence il y a un petit moment. Donc, on a des outils qui sont développés et qui sont validés par la littérature scientifique. Et notamment, une tâche qu'on va reprendre là dans cette étude, qui est une tâche que Nora adore, qui s'appelle la tâche de cécité au changement. Vous êtes prêts? J'ai pas lancé encore. Alors voilà, parce que vraiment j'adore cette tâche. C'est pour ça que je voulais dire vraiment, c'est une super tâche. Donc là, voilà, vous êtes tous avec nous. Là, il faut regarder l'écran si vous étiez juste en train d'écouter nos petites. Voilà, là maintenant il faut voilà, pendant quelques instants regarder l'écran et puis écouter les consignes de Louise qui va vous demander quelque chose et il faudra dire si oui ou non. Ouais. Donc déjà, la première consigne, c'est on ne spoile pas dans le chat. Voilà. D'accord ? Donc la tâche attentionnelle, là, c'est, vous allez voir, j'explique un peu comment elle est construite. C'est 2 images qui vont être séparées par un masque. Donc vous allez voir, ça va clignoter un peu. Le jeu fun, c'est qu'entre ces 2 images, il y a quelque chose qui change. Okay ? Il y a un changement qui apparaît entre ces 2 images. La tâche, c'est de trouver quel changement et où est-ce qu'il est. Sans le dire dans le chat. Vous dites juste si vous avez vu ou pas le changement. Quand vous voyez le changement, vous pouvez dire vu, par exemple. Voilà. Vous pouvez dire ça. Ok, donc je lance l'image. Comme à l'école. Vous allez voir, ça clignote. Et l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui change entre les 2 images. Oh, nous ne pouvons pas lire. C'est pas vrai. Oh non, c'est si dommage. Et là ça a marché pendant notre test. Petit aléa, hein? Si, c'est bon. Ah, super. Peut-être c'est pas... Oui, ça fonctionne. On attend juste que le chat trouve le changement. Voilà. Quand quelqu'un voit quelque chose, il nous dit « vu ». Mais c'est peut-être trop difficile. Attendez, je le mets en plus grand. Ouais. On recommence. Personne n'a trouvé. Il y a un vu. Ah, Keïssa, la plus rapide. On recommence. Sarah a trouvé. Moni a trouvé. Est-ce que vous trichez ou pas? Maintenant, je ne vois plus que ça. Super. Donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé, j'attends peut-être un peu. Bah, ceci dit, c'est nous qui sommes en retard. Donc, ouais. Donc le changement qui change entre ces 2 images, c'est ici. Le réacteur apparaît et disparaît. En fait, pas vu. Ah ouais, voilà. Donc c'est une image, c'est une tâche qui est très difficile parce que justement ce masque qui apparaît entre les images rend la tâche très difficile. Mais vous voyez quand même, c'est un élément qui est central, qui est quand même pas non plus si petit que ça, en fait, ouais. Et pourtant, on est capable de ne pas le voir. Il y a des spécialistes. On est capable de ne pas le voir. Je te remets en... Je le remets en grand. Super. Hop.
Donc l'attention, c'est vraiment le processus cognitif qui va nous permettre de reconstruire justement cette... là, on voit bien la construction mentale de l'image, la représentation de comment ça se construit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti un petit peu de cette tâche et puis on a construit nous-mêmes des images, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard notre protocole. Mais c'est notre matériel à nous. Donc maintenant, on se questionne un peu sur comment on étudie la méditation. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre la méditation et l'attention, comment on fait le lien entre les deux. Il ne faut pas être épileptique. Normalement, ça devrait aller. Donc, comment étudier la méditation ? Donc, là, je pars un peu historiquement de ce que je sais. Raconte-nous l'histoire de la méditation. Enfin, de la recherche même sur la méditation. Oui, voilà, de la recherche. Je raconte. Donc la méditation, évidemment, c'est une pratique qui est à la base des bouddhistes, qui vient, elle a été importée entre guillemets plutôt en Occident et elle s'est laïcisée, c'est important, où on a vraiment pris la pratique de méditation et puis on a laïcisé la pratique. Et donc les toutes premières recherches sur la méditation, on se demandait justement quel était l'impact de la méditation sur des méditants experts. Donc vraiment, là j'invoque les travaux de Christophe André et puis d'autres avant lui, mais Christophe André a été vraiment un pionnier en France de tout ça. Donc de l'étude des impacts de la méditation sur les méditants experts, il a demandé à des moines bouddhistes et puis il les a mis dans un IRM. Et puis oui, c'est ce que j'allais te dire en fait, vraiment de regarder concrètement, est-ce qu'il y a des effets sur leur cerveau en fait, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des changements en fait qui sont induits par des pratiques, des pratiques finalement expertes de la méditation. Oui. Et il s'est rendu compte que oui. Et oui, il y a des changements qui s'opèrent. Oui, il y a des changements. Et donc là, moi, je ne suis pas spécialiste des changements exactement, mais ça a permis en fait de se questionner plus largement. Oui, il a écrit beaucoup de livres à ce sujet, Monia. Effectivement, Christophe André, vraiment, en plus, il a beaucoup vulgarisé son propos. C'est ça, en fait. Ouais, je pense que ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet en fait de rendre très, très accessible. Ouais. D'ailleurs, on pourra aussi par la suite vous conseiller des lectures. Je pense que Louise aura plein de références à vous proposer en fonction de vos thèmes d'intérêt sur le sujet. Oui, bien sûr. Sur l'attention, la méditation, ce que vous voulez. Et donc, de là, on en a découlé un peu des programmes de méditation, plutôt à l'hôpital. Donc, c'est là où vraiment il a été très pionnier de se questionner, après avoir vu les impacts, bien sûr, de développer des programmes de méditation. Donc, au tout début, c'était plutôt sur la gestion de la douleur. Tu vois, chez des personnes qui avaient déjà des gros traitements contre la douleur, donc comment on faisait pour gérer cette perception de douleur et tout ça. Et puis ensuite, comme la méditation quand même, c'est pas très recommandé pour tout ce qui est pathologie dépressive, etc., parce que ça impacte vraiment beaucoup les ruminations, où on pense encore plus à l'intérieur, donc on a adapté vraiment les programmes pour, excluant complètement la personne qui parle, mais ils ont adapté les programmes pour que ce soit plus adapté pour des personnes qui en auraient besoin dans le cadre de dépression ou de troubles plutôt psychiques. Et puis donc ensuite, ça a été étudié à l'école et puis en parallèle un peu de l'école, donc là on parle vraiment de programmes de plusieurs semaines. Et ensuite, on s'est questionné plutôt sur des programmes plus courts, en fait, de méditation. En fait, ce que tu dis, moi, je trouve que c'est intéressant de voir la démarche, parce que c'est vrai que, finalement, comment on met en place, comment on construit, parce que là, c'est ça, c'est l'histoire de la recherche. Comment est-ce qu'on arrive à étudier, finalement, des pratiques méditatives et pour ensuite évaluer leurs effets. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce petit historique, c'est de voir qu'on a déjà commencé à aller voir, en fait, quel impact il y avait déjà sur des méditants experts. C'est-à-dire, mais finalement, la méditation, qu'est-ce qu'elle produit pour des gens qui méditent vraiment. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut essayer de reproduire avec des pratiques peut-être plus adaptées, parce que,
peut-être à des situations ou à des patients ou à des populations. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, Comment est-ce qu'on peut adapter, parce que tout le monde ne va pas devenir un méditant expert, et comment est-ce qu'on peut les adapter, ces pratiques, et avec cette question de quel type d'impact elles peuvent avoir et comment est-ce qu'on arrive à évaluer l'impact. Oui. C'est vraiment ce que tu nous décris là dans le cheminement en fait. Cette question de l'adaptation, ça a été un peu clé, justement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis du coup, on a pu aussi caractériser les pratiques, un peu se questionner sur quel exercice, quand, à quel moment, comment on construit finalement un programme de méditation. Parce que là, les programmes à l'hôpital, c'était 8-12 semaines. Donc c'est pas non plus, je sais pas, 40 ans. Tu vois, complètement, c'est pour ça que je te disais, c'est pas du tout, tout le monde n'a pas vocation non plus à devenir moine bouddhiste ou en tout cas avoir une pratique, même en termes de faisabilité finalement, c'est quelque chose, donc il y a un travail vraiment d'adaptation aussi sur la faisabilité, mise en place de programmes, de pratiques, et avec derrière ce qu'on appelle du monitoring pour essayer de voir en fait ces pratiques-là, quel impact elles ont et qu'est-ce qu'elles produisent en fait. Oui, et là on retrouve vraiment un peu la base de comment on construit de la recherche, c'est-à-dire on prend une batterie de mesures a priori, on met en place une intervention et ensuite on va refaire ces mesures a posteriori pour voir s'il y a quelque chose qui change. Contrôler et regarder s'il y a quelque chose qui change. Voilà, et puis il faut pas regarder juste l'intervention, il faut regarder l'intervention dans un groupe 1 et puis un autre groupe auquel on aurait pris les mêmes mesures mais qui n'ont pas eu l'intervention. Et on va comparer et on va regarder est-ce qu'effectivement les effets qu'on observe, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement c'est bien la méditation qui impacte et peut-être pas autre chose finalement. Exactement, oui, tout à fait. Alors... parce que ça, je me disais quand est-ce qu'on va parler un petit peu de... Parce qu'on a dit oui, ça impacte, mais finalement la méditation, ça permet quoi? Exactement. Qu'est-ce que ça apporte? Donc sur l'attention, donc là on a vraiment focalisé sur l'attention. Donc en fait, dans les pratiques de mindfulness, où là on va retrouver plutôt des programmes de 8 à 12 semaines, ce que je te disais, de méditation, qui couplent à la fois de focus attention et de l'open monitoring, donc les différentes pratiques. Les chercheurs qui étudient ça montrent que la mindfulness, ça aurait une amélioration de l'attention soutenue, donc sa capacité à maintenir son attention dans le temps. D'accord. De l'orientation et de la sélection de l'attention. Donc vraiment comment j'oriente et est-ce que j'arrive à sélectionner les informations pertinentes dans mon environnement. Est-ce que si je fais de la mindfulness, je suis capable de trouver plus facilement Charlie? Normalement, oui. Mais là, on est sur 8 à 12 semaines. Voilà. Donc, normalement, oui. Enfin, normalement, oui, dans la généralité, si tu es représentative bien sûr. De la généralité, je ne vais pas m'avancer non plus trop. Il faudrait presque monter une recherche sur mindfulness et Où Charlie, hein, mais bon. Je suis sûre que ça a été fait, mais c'est ça. En fait, il faudrait que tu nous dises. Sur les pratiques plutôt centrées sur la focus attention, donc là, vraiment, l'idée, c'est que, normalement, donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais justement, vu que l'exercice, c'est vraiment de focaliser son attention, finalement, est-ce que la méditation, c'est un entraînement de l'attention? On pourrait se poser cette question. Est-ce qu'on entraîne notre attention quand on médite? Donc là, c'est un petit peu ce qu'il montre, c'est-à-dire qu'en faisant de la méditation qui est centrée sur focaliser son attention sur un objet, donc c'est vraiment... Par exemple, ce qu'on disait sur la respiration, par exemple. Hein, on est d'accord? Si on prend vraiment le fait là de se centrer sur la respiration, d'accord? Donc c'est ce type de méditation dont tu parles qui potentiellement, qui va améliorer en fait la focalisation du champ attentionnel. La focalisation, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que mon champ attentionnel, je sais pas, imaginons que c'est un rond comme ça, et bien j'arrive à focaliser, donc je le réduis finalement sur des informations pertinentes. Tu sais, le petit projecteur là? Oui, le petit projecteur. Ok. Et donc à l'inverse, l'open monitoring, l'hypothèse c'est que ça ouvrirait le champ attentionnel. Donc là, il voit vraiment une amélioration de ton attention sélective, ton orientation dans l'espace globalement. Donc, nous, on a monté une recherche, parce qu'on est un peu des chercheurs. Et donc, parce que là, c'était vraiment axé sur des pratiques, enfin plutôt des traitements de 8 semaines, plusieurs semaines, etc. Donc, ce qu'on a fait dans notre... ça, c'est vraiment ce que je viens de dire. Ce qu'on a fait dans notre étude à nous, c'est qu'on s'est intéressé à un exercice court, donc 16 minutes de méditation, un exercice unique,
chez un public qui n'a jamais médité. Et on compare en fait vraiment les différents types de méditation les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment l'apport de cette recherche. Et donc, bien sûr, l'impact de tout ça sur l'attention. Oui, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, la question du temps de la pratique de la méditation, c'est quand même une variable importante. Et là, l'idée, c'était de dire, si on propose quelque chose de plus court, c'est ça, hein, oui, est-ce que finalement, même un exercice qui serait beaucoup plus court, qui serait bien cadré, et là, donc, qui s'adresse à des novices, hein, donc ça veut dire que vous avez contrôlé. Oui. C'est ça, c'est que vous êtes capable, vous avez contrôlé en fait dans le public qui a été sélectionné, dans la population qui a été sélectionnée pour conduire cette recherche, qu'effectivement, ce sont des gens qui n'ont jamais médité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été contrôlé. Oui. Et c'est de vous dire, est-ce que finalement, un exercice court peut effectivement avoir, en fonction des différents types de méditation que tu évoques ici, avoir de l'impact sur l'attention. Et comment ils orientent leur champ attentionnel. C'est exactement ça. Donc, on avait posé plusieurs hypothèses. Donc, en repartant vraiment de cette tâche attentionnelle, donc tu sais, la tâche qui flash là, l'idée c'est qu'un changement qui est au centre de l'image, il est plus facile à détecter qu'un changement qui est en périphérie de l'image. Parce que mon champ attentionnel, il faut le temps qu'il se déplace. Donc, la première chose qu'on posait comme hypothèse, c'était que dans notre tâche qu'on a construite nous-mêmes, on retrouve les mêmes résultats que ce qu'il y a dans la littérature. Donc, un changement au centre de l'image, il est plus facile à détecter qu'un changement en périphérie. Est-ce que tout le monde suit ? Là, on commence à rentrer dans la technique de la technique. Voilà, on est dans la technique de la technique. Hein. Vous vous souvenez, d'accord, de la tâche de tout à l'heure que nous a montré Louise, effectivement. Hein. Donc là, c'est effectivement là-dessus que vous êtes basé pour construire votre propre tâche dans le cadre de cette recherche. On va voir ensuite notre matériel. Ensuite, notre deuxième hypothèse, c'était que nos méditants, ils seraient globalement plus forts à faire cette tâche, peu importe le changement, peu importe où est-ce qu'il est, que nos apprenants là pour le coup, nos participants qui font de la relaxation ou nos participants contrôle. Donc notre tâche contrôle, c'était ils écoutaient un texte. Donc tout le monde écoutait quelque chose, mais il y en a qui écoutaient de la méditation, il y en a qui écoutaient de la relaxation, il y en a qui écoutaient un texte. Notre troisième hypothèse, c'est que nos méditants, donc ils sont globalement plus forts, mais encore plus quand le changement, il est en périphérie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que ça ouvrirait leur champ attentionnel. Ça permettrait d'améliorer leur fonction, leur processus attentionnel. Donc on a construit des choses. Ah oui, alors d'abord, qui c'était ? Nos participants, c'était 90 étudiants qui ne méditaient pas, qui ont été répartis aléatoirement donc on a les 3 types de méditation que je vous ai présentés avant, qu'on compare à la relaxation pour voir s'il y a un effet par rapport à la relaxation, et qu'on compare au texte, à l'écoute du texte. Et donc notre matériel. Donc notre matériel, c'est un peu brut de décoffrage ce matériel, mais on avait construit des scènes comme ça, où on a donc 9 objets, pour qu'il y en ait un au centre et puis 8 en périphérie. Et puis donc on a une image A ici et une image A', et on a repris finalement la même timeline que ce qu'ils avaient fait dans leur recherche. Donc on en a construit 48 scènes avec, il y en a qui avaient des changements, il y en a qui n'avaient pas de changement. Donc il fallait parfois répondre le plus vite possible. Oui, j'ai vu le changement, ou j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement. Et j'ai vu où il était. Ensuite, il fallait demander la localisation. Vous avez à dire la localisation du changement. Donc là, on va refaire le même exercice avec les mêmes consignes. C'est-à-dire qu'il va encore... Il ne faut pas spoiler dans le chat. Modérateur, est-ce que vous pouvez supprimer ? Bien sûr. Il ne faut pas spoiler dans le chat, sinon ça spoil tout. Bon, il faut détecter le changement dans la scène. Donc c'est pareil, ça flash un peu. C'est peut-être un peu plus rapide. Le changement dans cette scène. Tout le monde spoil, c'est pas grave. Oui, on a des modérateurs. On a des modérateurs. Merci pour le vu. Si vous spoilez, on a des modérateurs. Ouais. Et puis qui coupent.
Attention, ils peuvent vous bannir aussi si vous spoilez de trop. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait bannir. Oh non. Voilà, donc comme vous l'avez lu dans le chat, ici le changement, c'est cette tarentule qui va changer d'orientation sur un axe horizontal. Hop. Donc ça, t'avais une question ? Non, ça très clair. Non, je suis à fond. Donc ça, c'était un peu qu'est-ce qui se passait quand nos participants, ils arrivent dans notre passation. Qu'est-ce qui se passe ? Donc d'abord, on leur dit bonjour. On les accueille. On les accueille. On les remercie de participer à la recherche. Ils remplissent des questionnaires, notamment un formulaire de consentement. De consentement, c'est bien d'en parler. Oui, tout à fait. Et ensuite, ils vont quand même avoir le temps, on est sympa, on leur laisse le temps de s'entraîner pour la tâche. Donc, ils vont faire 12 essais d'entraînement sur la tâche. Donc là, nous, on ne regarde même pas les performances. C'est vraiment eux pour s'habituer un peu à c'est quoi cette consigne bizarre déjà, comment on fait. Et après ça, ils font une mesure avant l'exercice, donc de 24 essais. Ils écoutent l'audio, donc en fonction de la condition des audios différents. Et ensuite, 24 essais à nouveau. Et nous, on compare avant, après. Quand même, en termes de construction du matériel, pour cette recherche, ça demande combien de temps une recherche comme ça ? On ne se rend pas compte, hein. Une recherche comme ça demande 1 an. Ouais. Facile. Et encore, c'est une question piège. C'est une recherche comme ça, pour en arriver à ces résultats que je vais présenter, ça demande 1 an. Ouais. Pour en arriver à un article scientifique, ça demande 3-4 ans. Et après, il y a 2 ans de publication. Merci Louise. Oui, donc si vous vous demandez, il y a 6 ans de retard entre nos connaissances actuelles et la recherche qui est en train de se faire. Et ouais, ça demande un peu de temps. Ouais. Alors bon, on a hâte de savoir quand même. Donc les résultats obtenus. Donc déjà, une très bonne nouvelle pour nous, là on a soufflé quand on a vu ces résultats, c'est que notre tâche, elle fonctionne. On retrouve les mêmes résultats que dans la littérature. C'est plus difficile pour nos participants de détecter les changements qui sont en périphérie que les changements au centre. Donc ça, c'est très important pour nous parce que ça valide notre matériel. Sinon, on pourrait se dire c'est un effet du matériel. Oui, et qu'effectivement, il n'est pas adapté finalement pour évaluer ce type d'impact potentiel. C'est ça en fait. Hein. Ouais, et ça, c'est déjà un gros travail en fait que de valider son matériel. On va le voir parce qu'on va vous parler d'autres recherches et on va voir qu'en fait, à chaque fois, c'est un vrai sujet. Oui. D'avoir une étape de validation même de son matériel et des instruments de mesure qu'on va utiliser. Est-ce qu'on mesure bien ensuite, est-ce qu'on mesure bien ce qu'on est censé mesurer et comment on arrive à démontrer qu'on mesure bien parce que c'est ça, comment on arrive à l'argumenter. Donc là, déjà, nos participants, notre matériel, ça fonctionne. Super. Ensuite, sur la méditation, donc je vais prendre du temps pour expliquer ça. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas d'effet de notre groupe sur nos performances de temps de réponse. C'est-à-dire, nos participants, ils sont indifféremment sur les temps de réponse. Ils ne vont pas être plus rapides, contrairement à ce qu'on avait fait comme hypothèse. D'accord. Par contre, on trouve un effet sur les taux de réussite. C'est-à-dire à quel point ils se trompent. Ouais. À l'inverse. À quel point ils réussissent. À quel point ils réussissent. Donc ici, on va avoir le taux de réussite. Donc en fait, ça s'arrête à 1. Le taux de réussite, c'est sur 1. Et ce qu'on va voir, c'est que ce qu'on attend, c'est comme d'habitude qu'ils soient moins bons en périphérie qu'au centre. Tu vois que c'est plus difficile pour eux, c'est beaucoup plus coûteux pour eux de traiter en périphérie. Donc on voit une différence de taux de réussite entre la périphérie et le centre. D'accord. Donc ça, c'est un effet qu'on retrouve dans notre groupe de focus attention. C'est un effet qu'on retrouve bien dans notre groupe mindfulness. D'accord, donc ça c'est pour ceux qui avaient méditer et dans notre groupe texte. Donc pour eux, c'est toujours comme avant, c'est difficile pour eux de traiter ce qui est en périphérie. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre groupe Open Monitoring, on ne voit pas l'effet. Ça veut dire c'est pour eux aussi coûteux de traiter au centre qu'en périphérie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Peux-tu nous décrypter ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, Jamie ? Eh bien, Fred, donc en fait, ça veut dire que justement, ça tendrait à montrer que justement, ils ont ouvert leur champ attentionnel. Parce que c'est aussi facile pour eux de traiter ce qui est en périphérie que ce qu'il y a au centre. Donc tu vois, leur champ, leur petit projecteur, finalement, il s'est ouvert et ils arrivent à traiter indifféremment ce qui est au centre de la scène et ce qui est en périphérie. Donc les éléments ne sont pas plus saillants
en fonction de leur position. C'est ça que tu es en train de dire. C'est exactement ça, en périphérie. Donc ça valide notre hypothèse. Pour le groupe relaxation, on n'avait pas cette hypothèse, mais il en montre aussi cet effet. Donc on en vient encore une fois, comme toujours dans la recherche, à se poser plus de questions qu'on a de réponses. Donc on va questionner pourquoi. Ouais. On va questionner pourquoi. Donc, ça je l'ai déjà dit. D'abord, on questionne l'effet. Pourquoi on n'a pas d'effet sur les temps de réponse? La première chose, c'est que là, on remet en question notre matériel, nos audios, parce que, en fait, je vous raconte comment ça a été construit. La personne qui a enregistré les audios a d'abord enregistré tous les audios de méditation et après l'audio de texte. Ce qui a eu un effet très impactant sur sa rapidité de parole. Et donc, les participants sont sortis de l'audio-texte en étant très frustrés et en disant « mais c'est pas possible, ça va trop doucement ». Donc en fait, ce que tu dis, c'est que pour ceux qui ont déjà effectivement écouté, parce que c'est ça, il faut déjà avoir entendu ou essayer une fois d'entendre une voix qui vous invite à méditer, même si c'est juste pour se focaliser juste sur sa respiration, il y a effectivement une certaine... On va très doucement. En fait. On va très doucement, il y a une certaine lenteur. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour lire le texte, donc pour le groupe texte qui devait juste écouter un texte, en fait, c'est la même lenteur qui a été utilisée. Mais je vais te dire, même depuis on a réenregistré les audios, ouais. C'était tellement lent qu'on a dû ajouter 2 chapitres de livres. Tellement ça avait été enregistré, il y avait vraiment un impact, quoi. Donc la première hypothèse, c'est peut-être que ça vient aussi de nos audios de texte et que peut-être nos participants texte, ils étaient énervés, les participants, ils étaient... voilà, même parfois pendant les audios. Je peux arrêter d'écouter parce qu'en fait c'est trop lent, il parle trop doucement le monsieur. Très bien. On veut vraiment vous parler de la recherche en train de se faire et merci Louise de dire aussi que c'est... Oui. Voilà, vous voyez tout le protocole, la manière dont ça a été calibré, le travail même de ce que tu as fait, de revue de littérature, de dire voilà les résultats de la recherche, on va construire notre matériel, on va observer des effets et puis on va aussi voir que potentiellement on a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est super intéressant de montrer que d'abord on va re-questionner. Oui. Est-ce que le matériel qu'on a conçu tel qu'on l'a conçu, il n'y avait pas finalement des choses qu'il fallait réaméliorer? Et ça, je trouve que c'est très intéressant de le montrer. Oui, c'est intéressant, mais finalement aussi ça suffit pas. C'est pas ça discuter On est la d'accord. recherche. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement ça c'est un peu la version facile de la discussion, de remettre en cause son matériel, parce qu'on peut toujours remettre en cause le matériel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. L'idée, c'est peut-être ça fonctionne pas. On voit pas les effets, on n'a pas validé nos hypothèses. C'est pas grave, mais peut-être qu'en fait un exercice court, ça fonctionne pas. C'est ok. Mais la question qu'on se pose derrière, c'est d'accord, donc un exercice court de 16 minutes, ça marche pas. 8 semaines de méditation, ça fonctionne. Où est-ce que ça marche? On pose le curseur en fait. Exactement. Et c'est exactement ça. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième point là. Ok, l'exercice court, ça marche pas, mais à quel moment on voit un impact finalement, il est où le seuil? Donc ça, c'est plutôt la question qu'on ouvre un peu plus globalement pour les prochaines recherches et d'autres choses. Et je crois qu'il y a une autre slide. C'est ça, en faisant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, c'est du coup, on est encore en cours là, de refaire les passations en contrôlant les biais qu'on a identifiés, les biais d'audio, on refait les audios, on refait les passations, on ajoute aussi des participants. Et puis aussi, on ouvre vers l'exploration d'autres dimensions attentionnelles, parce que là, c'est très spécifique sur la construction de ma représentation, mais il y a plein sur la sélection, mais il y a plein d'autres dimensions attentionnelles qu'on pourrait aller explorer, avec aussi cette idée de quand est-ce qu'il est le seuil. Voilà. À quel moment est-ce qu'on considère qu'en fait, c'est super intéressant. Donc là, ce que tu dis, c'est que justement, là, c'est ce qui est en cours. Là. La recherche, en fait, c'est tricoter, détricoter, retricoter, détricoter, retricoter. On vient apporter une micro-brique, et puis ensuite, celui d'après, il vient apporter une micro-brique, et à la fin, on construit quoi. Enfin, on espère apporter une micro-brique, en tout cas. Mais en tout cas, ce que je trouve... Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as présenté, c'est juste si on fait le lien avec ce qu'on avait dit tout à l'heure,
en disant mais on entend parler de la méditation à l'école, on Mm. entend parler de même enfin en disant bah c'est bien, ça fait du bien pour tout le monde. Il suffit de télécharger une application et puis ou d'aller sur YouTube et de regarder des petites vidéos, vous savez, qui vous invitent à méditer, etc. Mais c'est intéressant d'avoir des recherches aujourd'hui qui sont effectivement capables de nous dire sur des pratiques qui sont finalement pas les programmes que tu as présentés, parce que là c'est des programmes robustes qui s'adressent à certaines populations. Ce que tu disais en plus, c'est pour voilà, soit améliorer leur bien-être, soit c'est lié à un contexte peut-être médical ou à un contexte. Enfin, on a, c'est des pratiques contrôlées, des programmes qui sont bien standardisés. Ah oui. Et là, finalement, cette recherche, elle permet de s'intéresser peut-être un peu plus à des pratiques qui sont sans doute très nombreuses aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'on entend de plus en plus parler, on parlait d'ouvrages tout à l'heure sur le sujet, etc. C'est vrai que je pense que tout le monde en a un peu entendu parler, de la méditation, voire pratique, voire s'essaye à ces pratiques-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'aller avec la recherche, justement, cette question du seuil. Oui. Ça, à partir de quel moment ça peut... Alors là, c'est vrai que l'impact, il est sur l'attention, parce que c'est ce qui t'intéresse ici, mais je trouve que c'est intéressant pour ça. Ça vient quand même accompagner le développement de pratiques, pas forcément des pratiques expertes, pas forcément des pratiques... Oui, je crois qu'il y a un entre-deux non, je ne médite pas tous les jours, mais je médite parfois. Qu'est-ce qui me fait méditer aussi? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Pourquoi est-ce que je médite, c'est ça? Alors, oui. Qu'est-ce qui me fait méditer, c'est ça? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Et puis, je sais pas, peut-être je médite parce que là, je me sens bien dans ma routine et que je médite. Ou à l'inverse, je médite parce que là, je me sens pas très bien dans ma routine. Du coup, je médite pour essayer de me réguler. Enfin, je pense qu'il y a plein Enfin, il doit y avoir plein de recherches là-dessus. Moi, je ne suis pas très à jour, mais... je trouve que c'est une bonne question. Il y a un peu l'entre-deux d'accord, le moine bouddhiste et puis finalement la personne lambda qui est pas très régulière, c'est ce que le chat disait, dans sa méditation. Quel impact, quoi. Quel impact? Quel est mon moteur Mais c'est un peu la question, quel est mon moteur? Je vais faire un petit lien quand même avec cette question de la motivation, parce que qu'est-ce qui est à l'origine? C'est ça ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me pousse à méditer? Alors, c'était pas le sujet ici, mais n'empêche que c'est un sujet qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va motiver le fait d'aller vers ce type de pratique? Peut-être que nous, on peut déjà dire aussi, redire peut-être, qu'est-ce qui nous a motivés? Alors là, je vais aller, tu vois, voilà, on va prendre un petit recul par rapport justement à ta thèse, par rapport à voilà, tes travaux au sein du lab. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qui nous a motivés, je vais le poser comme ça, à nous intéresser, tu vois, je veux en venir, à la méditation. Voilà, je vais à l'IFIS, donc voilà, dans un institut de formation. Voilà, là, on n'est pas à l'école, on est voilà, dans un institut de formation donc, pour des adultes. Alors, je vais dessiner, je vais parler un peu du off de nos discussions sur le sujet. On avait imaginé... Alors, on voit des pratiques dans certains... on commence à voir dans des pratiques de formation, par exemple, où les gens vont venir, alors en présentiel... Je vais parler du présentiel, mais on va parler aussi du distanciel peut-être, parce que là, aujourd'hui... D'ailleurs, tu avais mis tout à l'heure que ta recherche... Enfin, que votre recherche... C'était avant le Covid. Bon, voilà, je dis ça, mais c'est vrai que... Donc, sur du présentiel, finalement... on a des pratiques, alors je ne vais pas parler de méditation, mais clairement des pratiques de relaxation qui commencent un petit peu à se développer dans des sessions de formation un peu formelles où on va revenir de déjeuner, on va essayer, alors je ne sais pas, de se redynamiser, voilà, pour pouvoir se refocaliser son attention, être présent à ce qui va se passer, enfin voilà, avoir des moments un petit peu comme ça. Et finalement, quand on s'est rencontrés au tout début, là, avec la naissance de ton projet de recherche, donc qui lui est plutôt sur intérêt et attention, donc, mais quand même, on avait commencé à avoir des échanges sur la méditation ou sur des pratiques, finalement, comment dire,
qui vont permettre d'être dans un environnement d'apprentissage ou d'être dans un écosystème d'apprentissage qui fait qu'en fait, je me sens disposée, disponible, disponible. Ce qui va se passer, c'est effectivement un formateur, des formateurs, des experts, mais c'est vraiment une vraie spécificité en fait des formations des adultes, c'est de pouvoir aussi échanger entre les pairs, entre des experts, etc. Mais il faut être disponible, disposé. Oui. Et on avait un petit peu commencé finalement à construire ton projet de recherche en parlant un peu de méditation quand même. Ouais, c'était vraiment ça, parce que en fait l'idée c'était est-ce que on partait un peu de comment intéresser les autres. Enfin, ça tourne toujours autour de l'intérêt, de l'attention, comment on rend on met à disposition de nos apprenants toutes les possibilités pour être le plus attentif possible et le plus intéressé. Et donc, à un moment, on se demandait peut-être qu'il y a besoin presque d'un sas, tu sais. Oui, voilà, c'est ça. En fait, entre l'environnement extérieur de ces apprenants qui sont... Et donc mon rôle presque c'est ça, c'est-à-dire que quand je rentre, on imagine que quand je rentre dans mon environnement d'apprentissage où je viens de former, qui d'ailleurs peut être un lieu physique, et là en l'occurrence ça peut être un lieu complètement à distance, complètement digital, mais le moment où je vais commencer à rentrer dans mon environnement d'apprentissage, c'est effectivement comment j'aime bien cette idée de sas en fait, c'est-à-dire entre toutes mes préoccupations. Alors là, je vais faire le lien avec un sujet, tu vas nous en parler, mais les préoccupations que j'ai déjà en tant qu'adulte, ça peut être des préoccupations liées au travail, ça peut être des préoccupations liées en fait à ma famille, ça peut être des préoccupations liées au quotidien à gérer, ça peut être des préoccupations plus difficiles, il peut se passer plein de choses quand même, on disait tout à l'heure, on est des humains, donc et on a des moments, et apprendre, c'est un temps de développement de soi, c'est quand même, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit. Oui. Et comment on construit comment on construit un sas et qui permet d'être pleinement disponible. Et avec ce que tu nous as dit tout à l'heure sur l'attention, je trouve que c'est très éclairant. Oui, et c'est comme ça en fait qu'on en est arrivé, mais vraiment on fera peut-être un autre live, on en est arrivé à penser l'attention dans le cadre de mon projet de recherche, comme de ne pas étudier spécifiquement l'attention, mais d'aller voir l'impact sur les distractions internes. Et vraiment le vagabondage de la pensée qui s'oppose très fort. Donc le vagabondage de la pensée, c'est mon attention qui est capturée par des pensées qui ne sont pas en lien avec ma tâche, et donc elles sont capturées et puis elles partent loin, quoi. Et donc là je ne traite pas ce qui se passe en face de moi, ce qui est problématique dans un contexte d'apprentissage, parce que si je ne traite pas ma situation, je n'apprends pas en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'apprends pas, je ne suis pas là cognitivement, je ne suis pas présent. Et donc on revient à cette question de la présence. Donc vraiment, c'est là où pour moi ça a pris sens aussi, moi personnellement, dans mon travail. Donc ta démarche de construction de chercheuse. Mais complètement. De ta posture de chercheuse. Parce que ça venait complètement faire sens avec les travaux qu'on avait menés sur la méditation, cette histoire du vagabondage de la pensée. Et donc peut-être la méditation aiderait, et là je mets un gros conditionnel, à diminuer le vagabondage de la pensée, parce qu'en fait la méditation c'est aussi, la pleine conscience c'est aussi un trait, donc tu as plus ou moins tendance à être en pleine conscience, et donc là pour le coup c'est des choses qu'on montre dans ma thèse aussi, mais on en reparlera, que quand tu as plus tendance à être en pleine conscience dans ta vie, tu as tendance à moins vagabonder, mine de rien. Dans ton, donc être plus présent en fait à ce qui t'entoure, et donc plus attentif. Et peut-être plus intéressé, on ne sait pas. Et donc ça, c'est la question de la thèse. mais ça on vous proposera d'y revenir. Et d'ailleurs, il y avait justement, regarde, une petite question. Est-ce que les effets, je crois que tu viens d'y répondre un peu, non ? Est-ce que les effets des pratiques méditatives sont variables parmi les individus ? Mais tu disais, c'est exactement ce que tu étais en train de... C'est un peu ça. Voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives aussi aux pratiques méditatives. Donc si ça vous énerve les pratiques méditatives, c'est pas très grave. Vous pouvez faire plein d'autres choses.
Non, mais C'est bon à savoir aussi que on n'est pas obligé de méditer, tu vois. On n'est pas un lobby de la méditation. Non. On n'est pas là pour faire ça. On a plus ou moins tendance, voilà, à être réceptif, à être en pleine conscience dans sa vie. Donc, c'est complètement OK. Donc, peut-être je remets un peu rendez-vous au lab tous les mardis. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions ou des questions, ou peut-être que vous, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas posé cette question, mais un peu finalement avec tout ce qu'on vient de se dire, je trouve que c'est intéressant. Comment est-ce que vous voyez l'attention maintenant ? Ça serait intéressant si vous avez un mot comme ça qui vous vient. Bon, s'il vient pas, c'est pas grave, mais comment vous voyez l'attention ? Comment vous voyez la méditation ? Voilà. Comme une petite question, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Tiens, on ouvre un autre concours pour le mot de la fin. Est-ce que vous avez participé à notre concours pour notre... comment c'était ? Notre phrase d'accroche ? C'est comme ça que tu l'as appelé ? Ouais, alors du coup, on a lancé un concours. Alors, c'était un concours interne. Donc là, je ne sais pas si on a des externes qui nous suivent. On espère voilà, de toute façon, on aura aussi un replay qui sera disponible aussi. Enfin, voilà, on est là aussi d'ailleurs pour répondre aux questions. Il peut y avoir d'autres... Enfin, voilà. Mais Marie-Paul va orchestrer tout ça. Mais c'est vrai qu'on avait lancé un petit concours interne pour trouver une petite phrase de démarrage des Twitch du lab. Voilà. Donc les internes qui nous suivent, il faut aller répondre à ça. Voilà, c'est ça. On compte sur vous. si vous avez... Alors, tu fais bien de nous dire qu'on va parler motivation. Alors, on a quand même une date. On a une date quand même dédiée au sujet. C'est le 24 mai. Le mardi 24 mai. Je crois que c'est à 14h. Voilà. Mais on va vous l'écrire. Donc, mardi 24 mai à 14h, on fait venir en fait, on a l'honneur d'accueillir en fait Fabien Fenouillet, qui est un grand spécialiste de la motivation, qui est en fait le directeur du laboratoire, de l'axe notamment psychologie positive du laboratoire de recherche à l'Université de Paris-Nanterre, dont qu'elle est rattachée Louise, et auquel je suis également affiliée en tant que chercheur. Et voilà, donc oui, qui va venir nous parler de motivation. Ce sera le cadeau d'anniversaire de Valérie. Et ce sera le cadeau d'anniversaire, exactement. C'est ça, exactement. Donc, on espère que vous serez nombreux sur le sujet. Je pense que ça va être... pour le coup, je connais très très bien ces travaux et je pense que ça va vous plaire, ça va être très très chouette. Voilà, on va pas en dire plus. Oui, il a sa page Wikipédia et bref, plein de trucs quoi. Ça, on pourra en parler aussi. On en parlera avec Fabien. Je pense qu'on prévoira, en tout cas, peut-être un petit temps un peu plus important aussi. Ça sera à voir avec vous, mais c'est vrai que la question de la motivation, ou en tout cas la recherche sur la motivation ou les théories de la motivation, parce que c'est ce qu'on va voir avec lui, c'est que c'est un mot qui est galvaudé, on dit motivation, mais en fait ça recouvre de très 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 nombreuses théories motivationnelles. Combien à peu près ? Alors, Fabien disait il y a déjà quelques années plus de 101 théories de la motivation. Je suis sûre qu'il va se dire non mais attends, mais en fait il y en a beaucoup plus, ou pas. Tiens d'ailleurs, il y en a 1001, je sais pas, mais en tout cas il avait recensé 101 théories de la motivation. Donc voilà, et donc pourquoi est-ce que c'est central au lab ? Parce que c'est au cœur d'un certain nombre de sujets qu'on porte. Alors, Louise qui travaille, on l'a beaucoup dit, donc sur l'intérêt, même si on ne vous a pas défini l'intérêt, mais je pense qu'on fera vraiment un Twitch spécifique là-dessus. Les théories de l'intérêt font partie des théories de la motivation. Et d'ailleurs, à l'école, on parle beaucoup, les premières recherches sur l'intérêt
sont nées justement à l'école et d'une certaine manière du constat que les élèves s'ennuient à l'école. Voilà. Ils sont assez peu intéressés, donc il y a quand même les premiers travaux de recherche sur l'intérêt. Voilà, ils ont d'abord porté sur cette question de l'ennui et qu'est-ce qui fait que les enfants s'ennuient et que finalement qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent s'intéresser à des activités. Donc voilà, mais on a aussi en fait d'autres théories sur lesquelles on travaille en fait au lab dans nos différents sujets, notamment oui effectivement. Alors après sauf quand tu kiffes ton prof, c'est un peu fonction. Enfin voilà, on verra un peu la figure de l'enseignant. En tout cas, il peut y avoir des motifs externes. On va voir avec Fabien, on parlera au moins de différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. C'est une première, on va dire, dichotomie qui permet déjà de comprendre qu'on a en fait des formes de motivation qui vont être très proches en fait tu vois, alors c'est marrant, tu vois, je fais mais de ce qu'on appelle le self, c'est-à-dire de quelque chose qui est très proche de nos valeurs, de ce qui nous dynamise, de ce qui nous donne envie d'agir, voilà, très proche de nous en fait, et puis des motivations externes et donc des motifs externes qui eux en fait, c'est-à-dire que je peux aussi agir parce que je sais que derrière je vais produire tel et tel effet. Donc voilà, et c'est pas les mêmes formes de motivation qui vont interagir. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses dont on va parler. Ça a été effectivement beaucoup étudié à l'école. C'est toujours pour ceux qui s'intéressent à un minimum à l'apprentissage scolaire, savent que c'est un vrai sujet, la question de la motivation. En réalité, c'est un vrai sujet de manière plus large, même dans le cas de la formation des adultes, parce qu'on peut aussi, donc je vais tout de suite apporter peut-être tout de suite une autre distinction importante, c'est-à-dire la motivation avant d'entrer en formation, enfin au démarrage. Je peux être très motivée parce que je me suis inscrite à une formation, peu importe d'ailleurs, typiquement pour ceux qui ont déjà tenté de se dire « Ah tiens, je vais m'inscrire à un MOOC, ça a l'air super intéressant, etc. » Voilà, j'ai trop envie de me former là-dessus. Donc on est vraiment très dynamique, très motivé, on va avoir la démarche de s'inscrire. Et puis après, il y a comment est-ce que cette motivation, ce dynamisme en fait, il va s'inscrire dans le temps. C'est ça en fait, comment est-ce qu'on va réussir à maintenir dans le temps des motivations, des formes de motivation qui vont me permettre du coup de mettre en place en fait des stratégies d'apprentissage et qui vont permettre d'aller au bout. Donc voilà, on a aussi, quand on parle de motivation, en fait, voilà, la motivation, on va dire les motivations initiales. Vous avez Philippe Carré notamment qui a beaucoup travaillé sur le sujet, sur les motifs d'engagement en formation des adultes, puisque je vois une question, qu'est-ce qui motive un adulte à se former? Donc ça, on pourra aussi en parler. Il y a vraiment des études voilà, qui ont essayé de cartographier les différents motifs d'engagement. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on poursuit? Et le dernier point, c'est que si on imagine maintenant le peu que je viens de dire, parce que vraiment, je n'ai pas dit grand-chose, vous verrez avec la richesse de ce que nous racontera Fabien, si maintenant on commence à croiser ça avec toutes les modalités pédagogiques qui existent aujourd'hui pour apprendre, c'est-à-dire du présentiel, de la classe virtuelle, du blended, de l'immersif, du Gather. On est en train de tester Gather, on adore en parler et peut-être qu'on fera un truc où on vous montre. Ce serait trop bien. Mais voilà, donc si on vient croiser effectivement avec tout ça, on voit que la question de la motivation aussi à utiliser des outils pour apprendre, c'est-à-dire la motivation des adultes à utiliser certaines technologies en fait pour apprendre. Là aussi, elle va venir rencontrer les autres formes de motivation que j'ai évoquées tout à l'heure. Et peut-être pour finir de dresser le paysage, nous, on s'intéresse au développement des compétences des adultes en lien avec leur situation de travail, puisque l'idée, c'est quand même qu'ils puissent ensuite utiliser ces compétences, alors soit pour évoluer, soit pour mettre en place des nouvelles choses, etc., etc. Donc, se pose la question aussi de ces compétences en situation de travail. Et on a aussi des travaux qui existent dans la recherche sur les conditions de transfert, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce que j'ai appris, ce que je sais, voilà, ce que j'ai appris en formation, je vais pouvoir véritablement le mettre en place dans mon entreprise. On sait qu'on a des facteurs externes qui sont liés à l'environnement, qui fait que ça peut être plus ou moins facilitant pour transférer, mais on a aussi des facteurs liés à la motivation à transférer.
Et quand on dit motivation à transférer, ça peut être aussi le sentiment d'efficacité de personnel, etc., etc. Donc voilà, la motivation, finalement, les théories de la motivation viennent quand même nous interroger sur finalement l'ensemble des processus qui sont sollicités en fait dans le cadre de la formation des adultes. Voilà. Oui, et finalement, s'il y a un point commun entre tous nos projets, je pense que c'est les théories de la motivation. Je pense que c'est un... Voilà. Si vous vous demandez ce que le lab fait, et on travaille notamment sur les théories de la motivation. Ouais. Et en tout cas, voilà. En lien avec plein d'autres trucs. Il y avait plein d'autres choses. Et en tout cas, on est... je vais conclure comme ça. Ouais. On était super motivés à venir aujourd'hui voilà, pour vous présenter en fait donc les travaux de Louise et de Laure Léger donc sur méditation et attention. Donc vraiment merci beaucoup Louise, j'ai trouvé ça passionnant. C'est toujours un échange très très riche et en plus qui donne envie d'en savoir plus, d'aller lire, de creuser, etc. Donc vraiment merci. Merci pour tes éclairages, si j'ose dire. Merci pour le phare dans la nuit. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais regarder et que je vais garder. Voilà. Et merci à tous d'avoir été présents, de la pleine présence, de votre vraiment pleine présence qu'on a pu voir là sur le chat. Enfin voilà. Louise ? Eh bien oui, merci, on est très contents et puis on se parle bientôt donc de motivation. Voilà, merci et merci à toute l'équipe, à Marie-Paul, mention spéciale quand même. Mention spéciale. Qui a quand même tout organisé, sachant qu'il avait plein d'autres choses à organiser en même temps en parallèle sur d'autres outils aujourd'hui, donc il s'est dupliqué. Et bravo, je ne savais pas que tu avais le don d'ubiquité, mais voilà. Et à toute l'équipe du lab. Présente à distance. Et voilà, présence à distance à tous ceux qui ont participé à la réussite, on l'espère en tout cas, de ce Twitch. Et on vous dit de toute façon à très vite. Salut. Ciao.